Vous êtes sur One TV, faites bien 2 lettres, c'est l'heure de la grande édition du soir. Donc voici les titres à développer. La période que nous traversons dans le golfe de Guinée en ce mois de décembre présente beaucoup de désagréments pour la santé humaine et également les personnes à risque. Les précautions à prendre sont à suivre d'un instant à l'autre. Près d'un demi-siècle de coopération et voilà le Tchad qui se décide à l'instant à mettre fin, et ceci avec l'insistance de sa population, à la coopération militaire avec la France. N'Djamena l'a officialisé et le président Idriss Déby Mahamat ce 2 décembre est revenu sur cette décision avec plus de précision. Voilà donc le titre à développer. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons donc cette édition par le Tchad où, après 48 ans d'accord, le pays met fin donc à sa coopération militaire avec la France, une décision qualifiée d'inévitable par les autorités tchadiennes. Ce dimanche 2 décembre, le président Mahamat Idriss Déby a expliqué les raisons de cette rupture tout en précisant qu'elle ne signifie pas la fin des relations avec Paris. Après l'annonce le 28 novembre du ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulamala, concernant la rupture des accords de coopération militaire avec la France signés en 1976, le président de la République, Mahamat Idriss Déby, s'est exprimé ce dimanche 2 décembre. Il a expliqué les raisons de cette décision, mettant en avant une coopération qu'il juge désormais obsolète après 48 ans de collaboration. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète. Complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. Toutefois, le chef de l'État a tenu à préciser que cette rupture n'équivaut pas à une séparation complète d'avec la France, mais qu'elle concerne uniquement les accords sur la coopération militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre. Encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Pour rappel, le Tchad, avec le Sénégal, faisait partie des derniers pays du Sahel à abriter une base militaire française après les retraits successifs du Niger, du Mali et du Burkina Faso entre août 2022 et décembre 2023 dans un contexte de crise diplomatique. Ce tournant marque un nouveau chapitre dans les relations entre N'Djamena et Paris à l'image des réajustements en cours dans toute la région du Sahel. Chaque année, depuis 1988, le 1er décembre est consacré à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Elle offre un moment crucial pour faire le point sur les avancées réalisées, les défis à relever face à cette pandémie instituée, comme je le disais, en 1988. Cette journée vise également à sensibiliser la population et à renforcer la solidarité mondiale contre le mal. Globalement, depuis 5 ans, l'épidémie au Togo est assez maîtrisée parce qu'on a une baisse des nouvelles infections depuis 2010 de son 5%. C'est-à-dire qu'il y a plus, les nouvelles infections, c'est le nouveau cas. Donc il y a une baisse continue des nouvelles infections. Ça prouve que notre stratégie marche. Et avec la mise sous traitement, le nombre de décès aussi a diminué de son 5%. Donc ça prouve que quand l'épidémie baisse, les nouveaux cas baissent, quand les gens ne meurent plus, ça dit que vous avez maîtrise l'épidémie. Après,
Le gros challenge, on a beaucoup de défis. Le gros challenge, c'est d'offrir le service au maximum des populations qui en ont besoin. On a au Togo à peu près 105 000 PV-VIH, personnes vivant avec le VIH, estimées. Et sur les 105, il y a 90 000 qui sont sous traitement antirétroviral. Ce qui est important, c'est-à-dire qu'on a pratiquement un taux de couverture, c'est-à-dire plus de 8 malades sur 10 au Togo sont sous traitement. Le thème de l'édition 2024, suivant le chemin des droits, met en avant l'importance des droits humains dans la lutte contre le VIH-Sida. Malgré les progrès réalisés, la stigmatisation et la discrimination persistent au Togo, affectant particulièrement les femmes et les populations clés comme les travailleurs du sexe et les usagers de drogue. Selon le rapport 2023 de l'Observatoire des droits humains VIH, 300 cas ont été recensés, notamment dans les régions maritimes et des plateaux. Pour des observateurs, ces chiffres montrent une situation préoccupante qui freine les efforts de lutte contre l'épidémie. Le cadre légal togolais interdit la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH à travers des lois spécifiques adoptées en 2005 et revisées en 2010 avec des sanctions prévues par le Code pénal de 2015. Cependant, ces dispositions sont peu appliquées, souvent en raison de la méconnaissance des droits par les victimes et d'une réticence à engager des poursuites. Par conséquent, beaucoup de personnes vivant avec le VIH affrontent ces discriminations en silence, sans chercher l'appui des autorités ou de la justice. La lutte contre la stigmatisation est essentielle pour vaincre l'épidémie. Selon les experts, éliminer les préjugés permettrait aux personnes vivant avec le VIH d'accéder librement aux soins et de réduire les transmissions. À l'occasion de la Journée mondiale du VIH-Sida, les acteurs appellent à l'implication des médias et des leaders communautaires et des institutions religieuses pour créer un environnement inclusif et respectueux des droits humains. En unissant les efforts, il serait possible de bâtir un avenir sans discrimination et d'accélérer les progrès vers une victoire contre le VIH-Sida. On parle de phénomènes météorologiques. À présent, l'arrivée de l'Harmattan, ce vent sec et chargé de poussière, ne passe jamais inaperçu au mois de décembre. Cette poussière, cette période de l'année a des conséquences notables sur la santé humaine, particulièrement pour les nourrissons, les personnes âgées et également les conducteurs sur les routes poussiéreuses. Pour mieux comprendre ce phénomène et les dispositions à prendre, nous sommes rapprochés d'une spécialiste de l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET. C'est au micro de Boris Chota. Entre les consultations médicales à Nos et les routes devenues plus dangereuses, l'Harmattan exige des mesures de prévention spécifiques. Selon Madame Agboto Abla, chef division veille prévision météorologique à l'ANAMET, les effets de l'Harmattan sur la santé sont variés et parfois graves. C'est un vent qui transporte les débris, bien les particules de poussière. Et ces particules de poussière sont suspendues dans l'air. C'est ce qui fait que pendant l'Harmattan, le temps est toujours brumeux. Le ciel est toujours sombre, bizarre, poussiéreux. Quand vous respirez, mais vous sentez la poussière dans la gorge. C'est ça qui entraîne également la méningite. Il y a la fraîcheur aussi. Le temps est tellement sec. Et quand le temps est sec, ça entraîne aussi le dessèchement de la peau et autres. Donc vraiment pour les enfants, surtout la nuit, il y a la fraîcheur qui descend. Quand le matin, il y a la fraîcheur pendant la nuit. Donc ça dérange également les enfants et les personnes âgées. Et puis ceux qui ont les problèmes respiratoires, les maladies respiratoires, ils ont des problèmes. Et c'est ça qui entraîne surtout dans les pays du Sahel, même au nord du Togo, la méningite. Pendant le matin, il y a toujours le problème de méningite qui sévit. Interrogée sur les dispositions à prendre, Madame Agboto Abla insiste sur les mesures adaptées à chaque groupe vulnérable. Pour les nourrissons, il est essentiel de les maintenir hydratés et de limiter leur exposition directe au vent et à la poussière. Et surtout pour les personnes fragiles, donc il faut vraiment les protéger. Il faut les protéger, surtout les enfants. La nuit, il faut qu'ils soient vraiment protégés. Il faut qu'ils soient habillés avec les habits chauds et autres. Les personnes âgées aussi également, c'est pareil, il faut les protéger.
il ne faut pas qu'ils restent dehors et autres. Pour pallier aussi aux problèmes respiratoires, il faut aussi prendre des précautions comme le port des masques. Ce n'est pas uniquement pour la Covid. Donc ça aide beaucoup par rapport à la respiration des débris qui sont suspendus dans le ciel. Pour les conducteurs, en cas de visibilité réduite, il est préférable de rouler lentement et d'allumer les feux de croisement. Pour les transports routiers, autres comme eux, ils n'ont pas encore l'habitude de prendre les prévisions avant de rouler. Donc il faut qu'eux-mêmes soient vraiment prudents sur la route. Parce que pendant le matin, également les matins, il y a aussi le brouillard. Le brouillard réduit la visibilité jusqu'à 1 km. Tu ne vois même pas la personne qui est devant toi. Donc, ça veut dire que s'il y a un véhicule qui vient devant toi à 1 km, c'est difficile de le voir. Donc, il faut aussi la limitation des vitesses, surtout la matinée. Et maintenant, dans les zones du nord aussi, dans la journée, quand il y a la poussière aussi, la poussière aussi réduit la visibilité, même jusqu'à 5 km. Donc, vraiment, il faut qu'ils soient prudents pour la réduction de la vitesse. L'harmattan est une saison exigeante pour tous, mais avec les mesures simples et adaptées, il est possible de réduire considérablement ses effets sur la santé. Loin du Togo, mais avec les mêmes réalités presque, les femmes sont un pilier essentiel et invisible de l'agriculture en Afrique, représentant une majorité de la main-d'œuvre dans ce secteur vital. Pourtant, leur rôle crucial contraste avec les inégalités persistantes dont elles sont victimes, notamment en matière d'accès à la propriété foncière. À Madagascar, une récente étude menée illustre avec force les barrières juridiques et culturelles qui limitent leur autonomie et freinent en même temps leur contribution potentielle au développement économique et à la sécurité alimentaire. Les femmes contribuent largement au secteur agricole sur le continent et jouent un rôle essentiel dans le développement de la sécurité alimentaire. Dans certains pays africains, elles représentent, selon la FAO, 60% de la main-d'œuvre agricole. Pourtant, elles bénéficient rarement des mêmes droits que les hommes. À Madagascar, une étude réalisée par le CIRAD et Tintani dans la région de Bouéni met en évidence les fortes inégalités entre hommes et femmes en matière de propriété foncière. Les femmes qui héritent moins fréquemment possèdent rarement des terres et dépendent souvent des parcelles de leurs conjoints, tandis que peu d'hommes dépendent de celles de leurs épouses. Cette situation est préoccupante dans un contexte où l'agriculture reposant sur l'accès à la terre constitue le principal moyen de subsistance pour plus de 90% de la population. Malgré les dispositifs de sécurisation foncière, les droits des femmes sont souvent invisibilisés, en particulier lorsqu'elles codétiennent des parcelles avec leur mari. Les certificats fonciers mentionnent généralement le nom du conjoint masculin, ce qui rend les femmes vulnérables en cas de divorce ou de veuvage. Il faut noter que le manque d'accès à la propriété freine la productivité des femmes. Leur contribution pourrait néanmoins représenter un formidable levier de développement économique. Selon la FAO, les agricultrices africaines pourraient augmenter les rendements agricoles de 20 à 30% si elles avaient le même accès que les hommes aux ressources productives. Toutefois, pour remédier à ces injustices, une meilleure formation des agents des guichets fonciers et une sensibilisation des femmes à leurs droits sont essentiels afin de renforcer leur protection et de garantir leur accès équitable à la propriété foncière. Une note de sport pour clore cette édition ce dimanche sur le terrain du lycée scientifique de Lomé. Sous la direction d'un maître passionné, le Tonnerre Karaté Club a offert un spectacle à la fois impressionnant et inspirant. Boris Chota nous amène à la découverte de ce club. Sous le soleil tamisé ce dimanche matin, le terrain du lycée scientifique de Lomé vibre d'une énergie singulière. Au milieu des cris d'encouragement et du son des frappes maîtrisées, un homme droit guide ses élèves à travers l'art du karaté. Bienvenue au Tonnerre Karaté Club où l'obstacle n'est pas évité mais traversé. Le karaté, littéralement main vide en japonais, est bien plus qu'un simple sport de combat. C'est une discipline complète qui allie technique de défense,
maîtrise de soi et quête d'harmonie entre le corps et l'esprit. La séance que nous avions fait aujourd'hui, nous avons fait la révision sur les blocages et quelques coups de poing. Nous avions travaillé sur le Gedan Barai, nous avions travaillé sur Soto Udeoke et on a travaillé sur Ageoke. En karaté, nous avons 3 niveaux. Niveau Gedan, niveau Shudan et niveau Jodan. Quand on dit Gedan, niveau bas. Quand on dit Shudan, niveau moyen. Quand on dit Jodan, niveau haut. Dans Jodan, on entend Jo qui est visage et Dan qui dit niveau. Le maître ne manque pas de souligner l'importance de cette discipline dans une société où les défis se dressent comme des montagnes. Pour beaucoup, c'est aussi un moyen de rester en forme, de se protéger en cas de danger et de canaliser l'énergie dans un environnement sain. Tout d'abord, c'est pour notre propre santé. Celui qui fait le sport et plus particulièrement le karaté, il est en train de préparer sa propre santé et en même temps sa survie. Parce qu'actuellement, le monde où nous vivons maintenant est très dangereux. Et le Seigneur nous a donné les armes naturelles et nous devons apprendre à les utiliser. Avec plus de 20 ans de pratique, Sensei Moro Abdou Moumouni est un passionné inlassable. J'ai commencé à faire ce sport-là quand j'étais très jeune. Je peux vous dire que depuis les années 74, 75, je faisais le karaté. Et en karaté, nous disons souvent que même si la jeunesse t'abandonne, le karaté do restera en toi. C'est ce que vous venez de voir. Malgré mon âge, tu as vu les mouvements que j'effectue. Parmi les élèves, certains pratiquent depuis des années, d'autres sont novices. J'apprends le karaté pour me défendre, pour avoir les médailles et honorer le pays à l'extérieur. On doit apprendre le karaté parce que c'est un art très important. Premièrement d'abord, à toi-même, tu vas te défendre. Au cas où jamais demain tu vois quelqu'un qui est en train de faire une désordre, tu peux le maîtriser aussi sans le blesser. Parce que ce n'est pas un art dangereux comme maître vient de le dire. C'est pour se défendre, pour l'honorer aussi le pays à l'extérieur. Avec pour slogan, on n'évite pas un obstacle, mais on le traverse. Le Tonnerre Karaté Club nourrit un rêve ambitieux. Faire du karaté un sport phare au Togo. Je demanderai à tous mes frères qui veulent pratiquer le karaté de ne pas considérer le karaté comme un art dangereux. C'est plutôt un art où il y a assez de discipline. Et il faut respecter son adversaire. On souhaiterait faire le karaté, le sport prince dans le futur. Puisque le football est le sport roi, par la volonté de Dieu, nous voudrons faire le karaté du sport prince. Parce qu'un roi doit avoir un prince. Et moi, je souhaiterais que le karaté soit le sport prince dans ce pays. Ce dimanche matin sur le terrain du lycée scientifique de Lomé, le karaté n'était pas qu'un sport, une leçon de vie, une invitation à surmonter les obstacles et un appel à... Voilà, un appel à surmonter les difficultés de la vie et ne vont jamais manquer le bonheur. Pourtant, est partout et autour de nous, un peu comme ici à One TV, sur lequel vous êtes. Et donc, ce bonheur va vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.